faire évoluer son statut juridique, ou comment faire évoluer son statut juridique? C'est la question que nous allons poser pour cette dernière webconférence à Mathieu Galibert, qui est expert comptable et qui est délégué départemental des Landes, élu du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier rendez-vous, avant de se retrouver physiquement demain pour échanger les yeux dans les yeux, ce dernier rendez-vous, si vous le suivez en direct, est un prétexte pour que vous puissiez poser vos questions sur le chat situé juste à côté de la fenêtre vidéo. Si vous le suivez en replay, nulle inquiétude, vous pouvez également poser vos questions à Mathieu Galibert, lui ou l'ensemble d'ailleurs des autres membres experts comptables, élus ou membres de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine, se feront un plaisir de vous répondre dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, quel que soit le moment que vous ayez choisi pour regarder cette vidéo qui correspond donc à une question qui est très importante dans le quotidien. On n'a pas beaucoup parlé de création d'entreprise, de l'importance au long de la semaine de bien choisir son statut, de bien choisir sa forme juridique. Mais cela dit, Mathieu Galibert, les choses ne sont pas figées, avant que l'on détaille cela dans quelques instants ensemble, les choses ne sont pas figées. Dans le temps, on peut évoluer sur le statut juridique également comme sur le reste, et l'expert comptable est souvent le mieux placé pour voir de quelle façon cela peut se faire ou de quelle façon cela est indispensable à réaliser. Parce que, on peut le dire, au fil des années, vous qui étiez identifié il y a maintenant longtemps comme étant celui qui venait une fois par an tenir les comptes d'ailleurs, enfin juste et donc faire ce fameux bilan qui était le fondement de vos interventions. Aujourd'hui, vous êtes devenus des compagnons du quotidien du monde de l'entreprise, vous me le confirmez? Oui, c'est exactement ça, effectivement. L'expert comptable, on peut dire, c'est le conseiller au sens général du chef d'entreprise sur tous les domaines de la vie de l'entreprise. Et effectivement, que ce soit sur son activité, sur ses activités comptables, juridiques, financières, fiscales, sur tous ces sujets-là, stratégie, financement. Bien évidemment, les experts comptables sont présents pour conseiller le chef d'entreprise. Vous êtes combien dans les Landes? Dans les Landes, c'est 85 professionnels à peu près qui sont inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et bien entendu un certain nombre de cabinets avec des centaines de collaborateurs. Donc c'est vraiment tout un panel de professionnels, en tout cas à même d'accompagner les clients. Alors, il y a une multitude de statuts possibles pour exercer son activité professionnelle. On peut classer en deux grandes familles, finalement, ces différents statuts. Effectivement, il y a le statut, l'exercice sous forme individuelle, si on schématise, et l'exercice sous forme sociétaire. Sociétaire étant des SARL, des SAS et individuels, les fameuses micro-entreprises, entreprises individuelles, dont on dit qu'elles ne cessent d'exploser ces temps-ci en nombre. Alors effectivement, quand on regarde les statistiques de la création d'entreprises en France, c'est essentiellement en 2021, c'est 995 000 entreprises qui ont été créées en France. Donc c'est un chiffre colossal. On approche quasiment le million de créations d'entreprises en France. Mais effectivement, parmi elles, on a 65% de micro-entreprises. Donc les micro-entreprises, ce sont des personnes physiques qui s'installent pour créer leur entreprise, d'abord sur un statut ultra simplifié. Voilà, ça a ce mérite-là, en tout cas, d'être ultra simplifié. Ça a des avantages, des inconvénients, bien entendu, mais ça a reboosté l'initiative et l'entrepreneuriat probablement en France. Et c'est vrai que quand on regarde les autres formes juridiques, sur cette même statistique de 2021, ce sont 83 000 entreprises individuelles classiques, donc sur un régime qualifié de réel, par opposition au régime micro, et 271 000 formes sociétaires. Donc parmi ces 271 000 au niveau national, on aura globalement 68% de SAS, société par action simplifiée, et le reste, grosso modo, de SARL. Avec une proportion qui s'est beaucoup inversée au fil de ces les 15-20 dernières années, on va dire. Voilà, c'est vrai qu'au niveau national, en tout cas, la forme sociétaire de la SAS a tendance à augmenter en nombre de créations. Après, je vais quand même, puisqu'on est dans les Landes, on va le ramener à la réalité du terrain landais. Effectivement. Et là, à l'inverse du national, on est peut-être plus sur du 50-50, voire du 60-40 en faveur de la SARL. Voilà. Mathieu Galibert, quels sont finalement les éléments qui peuvent motiver un changement de statut? Pourquoi, principalement, on décide de changer des statuts? Alors, bien évidemment, quand on crée son entreprise, ça correspond à un état, à un instant T.
Voilà, donc le statut, quel qu'il soit, quel qu'il ait été à cette date-là, correspondait à un besoin spécifique. L'entreprise évolue, l'environnement qui est autour de nous évolue également, donc ça peut conditionner une nécessaire évolution du statut pour s'adapter à un mode de fonctionnement que l'on souhaite faire évoluer. Donc j'ai essayé au travers de On va laisser la diapositive d'ailleurs sans bouger à la réalisation pour qu'on regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on va essayer, parce que vous avez essayé de bien synthétiser finalement on va dire les principaux seuils qui expliquent souvent le changement de statut. Regardez, je vous laisse le commenter. Donc j'ai essayé de lister 5 ou 6 éléments déterminants qui pouvaient motiver ce changement de statut. En premier lieu, par rapport au statut, à toutes les entreprises qui se sont créées en régime micro, effectivement, ce qui peut nécessiter un changement de statut ou le conditionner, c'est un dépassement des seuils de chiffre d'affaires. Donc vous l'avez effectivement à l'écran, donc je ne vais pas le lire intégralement, mais globalement, il faut retenir que le seuil du micro-entreprise sur la vente de marchandises, on est autorisé à rester dans ce statut jusqu'à 176 000 € de chiffre d'affaires, 176 200 précisément. Et pour les autres activités, que ce soit les prestations de services ou autres, on est autorisé à rester jusqu'à 72 600 €. Donc là, par définition, si on dépasse ces seuils-là, c'est un changement, on va dire, à subir du statut, mais qui peut présenter certains avantages, bien évidemment. Voilà. Donc, ensuite, j'imagine, parce que là, ce sont des seuils, j'ai presque envie de dire, où l'on ne se pose pas la question, parce que le statut doit évoluer comme le chiffre d'affaires ou bien comme les différents éléments que vous avez notés. Il y a aussi les volontés de sécuriser son patrimoine, qui sont souvent à l'origine également de questions et donc d'un changement de statut. Vous me le confirmez ? Ça peut être également une deuxième motivation à changer le statut. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, en entreprise individuelle, même s'il y a des statuts et des avancées récentes là, en la matière, je vais pouvoir en dire deux mots, mais le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel sont théoriquement confondus. Donc ça veut dire une plus grande responsabilité en entreprise individuelle sur le patrimoine du chef d'entreprise, à contrario du fonctionnement classique d'une société, quelle que soit SAS ou SARL, URL, c'est la même chose, on a une responsabilité qui est en principe limitée aux apports. J'apporte toujours une nuance. C'est bien en principe, parce qu'il faut être totalement transparent là-dessus. Oui, c'est écrit comme ça, et c'est d'ailleurs le fondement juridique. Enfin, en pratique. Donc, vous avez un capital de 5 000 €. Théoriquement, votre responsabilité de chef d'entreprise sur vos biens personnels est limitée à 5 000 €. Maintenant, on le sait dans la pratique, notamment quand on a besoin d'avoir accès au financement bancaire, au financement de manière large, souvent, la personne qui vous prête de l'argent vous demande des garanties. Et les garanties, c'est souvent le chef d'entreprise qui les donne à titre personnel. Donc, à minima, pendant la phase de remboursement d'un emprunt, à titre d'exemple, souvent, la responsabilité est à minima étendue à la garantie qui a été donnée par le dirigeant. Voilà. Alors, il faut dire que les faillites personnelles, les banqueroutes, mais aussi ce qu'on appelle les procédures collectives peuvent mettre en péril, c'est le moins que l'on puisse dire, ce qu'il y a derrière en matière individuelle. Comment est-ce qu'on peut se protéger de tout ça ? Alors voilà, donc c'est vrai que le législateur a prévu quelques dispositifs justement pour protéger l'entrepreneur individuel. Donc il y a quelques années, alors je n'ai pas la date précise en toute honnêteté, mais c'est au moins il y a plus d'une dizaine d'années, avait été créé le statut de l'EIRL. Absolument. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Bon, force est de constater que ce statut-là a globalement échoué. Il y a eu très peu de créations sur ce modèle de statut. Donc c'est vrai que la loi sur l'entrepreneuriat qui viennent d'être votées là récemment entre loi de finances et une loi dédiée à ce statut-là, a mis fin à ce dispositif à compter du 1er janvier 2022. Donc bien évidemment, il ne s'agit pas de dire à tous ceux qui exercent sous forme de URL de dire arrêtez votre entreprise, c'est pas ça. La création, on ne peut pas en créer de nouvelles. Voilà. Et donc pour supplanter ce statut-là, tout en essayant de trouver une solution qui permette de protéger au mieux les intérêts de la personne physique qui est à la tête de l'entreprise, a été créée une nouvelle possibilité qui permet à un entrepreneur individuel d'opter pour l'assimilation à une EURL.
Alors, ça paraît très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assimilation à une URL? Voilà, ça paraît très compliqué, là, comme ça, à voir ça. Mais globalement, c'est tout en restant entrepreneur individuel, d'avoir un patrimoine dédié à l'activité professionnelle, donc qui garantit l'activité professionnelle sans mettre en jeu les biens personnels, comme on peut le faire également de manière complémentaire avec une déclaration d'insaisissabilité. C'est toujours compliqué à dire voilà, de l'habitation principale. Mais ce que ça offre en plus, c'est la possibilité, c'est la possibilité, non, c'est le statut qui est lui-même conçu comme ça, c'est de déterminer l'imposition du bénéfice de l'entreprise individuelle selon les règles des sociétés, avec la prise en compte dans les charges de la rémunération du dirigeant et la fiscalisation du bénéfice non plus sur l'imposition personnelle du dirigeant, mais à l'impôt sur les sociétés, avec les taux que l'on connaît de l'impôt sur les sociétés de 15 et progressivement de 25%, puisqu'on est en train de faire la bascule. C'est une grande harmonisation, voilà, tout exactement. À fait. Ça fait le lien avec l'autre élément qui peut motiver un changement de statut, c'est l'optimisation fiscale. Alors derrière ce mot, on y met beaucoup de choses. Là, on est dans la version la plus quotidienne, normale et fonctionnelle. C'est optimiser le statut social du chef d'entreprise et évidemment l'optimisation fiscale qui est derrière. Hein. L'un n'empêche pas. Oui, l'un va souvent avec l'autre, effectivement. Hein. Donc le statut social du chef d'entreprise, de grandes catégories, on va dire, liées aux entreprises individuelles et aux sociétés. Voilà, avec l'entreprise individuelle, en dehors de l'option dont je viens de parler pour l'assimilation à une EURL, le chef d'entreprise est imposé à l'impôt sur le revenu et paye des cotisations sociales sur la globalité du résultat dégagé par l'entreprise, voilà, qui est constitutif de son revenu. Là, le pendant, quand on exerce sous forme sociétaire, c'est une rémunération qui va supporter les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Donc une rémunération, bien entendu, qui est librement fixée entre les associés de la société, voilà, au bénéfice de ceux qui exercent une activité dans la société. Avec la particularité, dans les deux formes juridiques principales des sociétés commerciales, SARL ou SAS. SARL, c'est une rémunération de gérance. Donc le gérant est qualifié de travailleur non salarié. Et, à contrario, dans la SAS, il dispose d'un bulletin de salaire. Voilà, donc avec une rémunération qui est un peu plus difficile à bouger, on va dire, puisqu'elle est établie sur le fondement de bulletin de salaire. Et probablement, enfin, non, c'est le constat que l'on fait généralement, nous conseils de l'entreprise, le constat, c'est que la rémunération coûte plus cher sur un statut de salarié, bien entendu, et le poids social des cotisations. Hein. Quand je parle de rémunération, c'est l'ensemble des coûts induits par la rémunération. On a une enveloppe à consacrer qui est plus importante que celle d'un travailleur non salarié, TNS, voilà, pour employer le jargon. Voilà. Je parlais donc de la partie fiscale, on va le voir là, s'afficher à l'écran. On va faire un peu peut-être de didactique, parce que c'est toujours important, pour bien comprendre qu'il y a d'un côté l'imposition des bénéfices d'entreprise, et puis il y a la partie imposition du dirigeant, et qu'il faut arriver à composer, à croiser, dans le bon sens du terme, finalement. Oui, exactement. Donc vous avez, si on essaye de simplifier à outrance, même en prenant un exemple, dans une entreprise individuelle qui est imposée à l'IR, à l'impôt sur le revenu, imaginons qu'on ait une base de bénéfices de 100 000 €, voilà, on va déduire les cotisations sociales prises en charge pour le compte du dirigeant, et la différence va constituer l'assiette du revenu imposable et revenu soumis à cotisation sociale. Sous forme sociétaire, on va toujours déduire les cotisations sociales, mais on va en plus déduire la rémunération du gérant. Et seule celle-ci supportera la rémunération nette attribuée au dirigeant, supportera l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Et ensuite, le delta net de l'opération est constitutif du bénéfice fiscal de la société qui supporte l'IS. Donc, en connaissant un peu les taux des tranches marginales du barème de l'impôt sur le revenu qui sont de 0, 11%, 30%, 41% et 45%, et à comparer, en les comparant avec le taux d'IS, qu'on connaît entre 15 et 25%, c'est là que les arbitrages d'optimisation peuvent bien évidemment s'opérer, avec une dernière particularité dans les sociétés, c'est la possibilité, en plus de leur rémunération,
de rétribuer le capital, Absolument. ce qu'on appelle les dividendes. Les fameux dividendes, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on peut se dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se poser les questions, y compris lorsque pendant des années, on a fait un choix par rapport à un autre? Parce qu'on a l'impression que ça bouge beaucoup, là, mine de rien. Exactement. Ça évolue, la fiscalité a évolué. Il y a si je ne dis pas de bêtises, 2018 à peu près, ou 2017, la mise en place de la flat tax. Alors on l'appelle régulièrement comme ça, mais c'est l'imposition forfaitaire unique à l'impôt sur le revenu et un taux forfaitaire de prélèvements sociaux qui sont appliqués aux revenus du patrimoine. Donc 30% pour faire simple, l'addition des deux impositions. Donc là aussi, vous avez vite fait le calcul, 12,8 d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si on le regarde par rapport aux tranches marginales de l'impôt sur le revenu, au taux d'IS, c'est là que ça se joue éventuellement. Et est-ce qu'on peut facilement passer d'un système à un autre? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, alors, je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, 2021 encore, c'est des années particulières, mais en tout cas, 2022, on choisit tel système, puis facilement, peut-être en 2024, on va faire autre chose? Non. Alors, c'est dans le mode d'exercice, c'est l'imposition qui est celle de la structure dans laquelle on exerce. Non, on ne va pas pouvoir faire une migration. Déjà, la migration est possible dans une société qui est à l'impôt sur le revenu vers un régime impôt sur les sociétés. La réciprocité inverse n'est pas possible. On ne peut pas revenir. Par contre, les arbitrages, bien entendu, vont pouvoir concerner le volant que l'on affecte à de la rémunération dans une société et la proportion éventuellement de dividendes. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai tendance, et c'est derrière un petit reproche que je fais, enfin c'est mon opinion personnelle et ça n'engage peut-être que moi, mais c'est vrai que si on regarde les statistiques nationales sur le nombre de créations de SAS, j'ai parfois l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on pense d'abord à la fiscalité du dividende avant de se dire je vais déjà gagner ma vie, rendre mon entreprise rentable, puisque c'était le sujet de la manifestation de notre webconférence de l'an dernier. Il faut d'abord préalablement rentabiliser la structure pour avoir capacité à se rémunérer avant, je pense, de franchir l'étape de vouloir prendre des dividendes. Absolument. Et c'est vrai que c'est peut-être dans les Landes, on est peut-être un peu plus pragmatique et c'est ce qui explique, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, qu'il y a peut-être un peu plus de SARL ou autre. Exactement. Et c'est vrai, dans les Landes, je crois que c'est vrai, en Nouvelle-Aquitaine, de façon un peu large. Voilà, je crois. Oui, un peu plus large. Un peu plus large, voilà, tout à fait. Exactement. Alors, pour terminer, parce que le retour, je voudrais également qu'on parle d'un point qui permet, mine de rien également, de motiver un changement de statut. C'est ce qui concerne beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec leurs conjoints, hommes ou femmes d'ailleurs, on peut le faire dans un sens ou dans un autre, parce que le statut du conjoint, mine de rien, c'est primordial. Oui, effectivement. Et du statut dans lequel on va exercer peut dépendre également le statut du conjoint du chef d'entreprise. Donc c'est important. Et si on souhaite faire évoluer, c'est quelque chose qui peut conditionner le changement de forme d'exercice. Alors je vous ai mis à l'écran quelques formes d'exercice, en tout cas du conjoint. Vous n'avez pas mis le conjoint de bonne humeur, le conjoint... Non, vous avez mis... Je ne me permettrai pas. Voilà. Alors allons-y. Voilà, donc c'est vrai que le conjoint peut exercer son activité au sein de l'entreprise de différentes manières. Soit le conjoint est mandataire social, donc c'est-à-dire il a une fonction officielle comme celle de gérance, qui peut être en cogérance avec le chef d'entreprise, quand bien même le conjoint est ou n'est pas associé de la société. Donc là, vous l'aurez compris, quand on parle de conjoint associé, conjoint mandataire social, on ne parle que du conjoint du dirigeant d'une société. Oui. Voilà. Ensuite, on peut avoir un conjoint salarié. Donc là, qu'on soit dans une entreprise individuelle ou dans une société, ce schéma-là est possible. Et on choisit ce statut-là pour donner peut-être une sécurité juridique et une sécurité de revenus aux conjoints qui travaillent dans l'entreprise. Et puis ce conjoint collaborateur, parce que pendant des années, là, on a mis en avant le fait qu'il fallait jouer le coup du conjoint collaborateur. Je joue le coup dans le bon sens du terme, d'ailleurs. Ça permettait un vrai statut, notamment dans l'artisanat. Pendant des années, beaucoup de conjoints ont été totalement oubliés de tout ce qui était après retraite, etc., qui faisait que d'artisans décédés et que le conjoint se retrouvait avec
plus rien. C'était Mais un là, c'est problème. en train de bouger, là, cette affaire-là. Alors, ça avait déjà bougé il y a quelques années en obligeant effectivement le conjoint, dès lors qu'il exerçait une activité au sein de l'entreprise, à choisir un statut qui était soit celui du salarié, du conjoint salarié, ou les deux autres statuts que j'ai évoqués précédemment, et plus souvent, parce que c'était, faut pas le cacher, le statut le moins coûteux pour le conjoint, c'était le choix qui s'opérait vers le conjoint collaborateur. Pourquoi je dis qu'il était moins coûteux? Parce qu'en fait, seules des cotisations retraite étaient effectivement supportées et payées pour le compte du conjoint. Donc ça limitait, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de maladie, etc. Donc ça, c'était une obligation de choisir ce statut-là. Alors ça l'est toujours aujourd'hui, avec une nuance qui a été apportée justement par la loi sur l'entrepreneuriat individuel, là du début d'année, qui ne va autoriser la personne qui s'est positionnée dans ce statut de conjoint collaborateur à n'avoir qu'une durée de 5 ans dans ce statut-là. Et à l'issue de la durée de 5 ans, il faudra faire évoluer vers un statut. Donc c'est encore un peu tôt pour dire que c'est ça qui conditionnera peut-être un changement de statut, puisque c'est d'application immédiate. Bien entendu, ceux qui sont aujourd'hui conjoints collaborateurs depuis plus de 5 ans, il n'y a pas de sujet. Le compteur démarre au 1er janvier 2022. Mais théoriquement, il faudra, ça incite en tout cas, nous, conseils de l'entreprise, à se poser toutes les questions avec le dirigeant sur la bonne adéquation du statut de celui qui l'accompagne au quotidien dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Un quinquennat de plus qui démarre en 2022. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce point. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à avoir avec son expert comptable ce genre de conversation, ce genre d'hésitation, si vous me permettez, même dans le bon sens du terme, parce qu'il n'y a pas des réponses à l'instant T, il y a des réponses qui se traduisent dans le temps et que, tout comme vous avez toujours dans vos métiers finalement une lecture qui se fait dans la durée, ces questions-là n'ont de valeur finalement, qu'on regarde de la durée à mettre en parallèle avec tout ce qui bouge, tout ce qui évolue au quotidien. Et comme il n'y a pas une année sans une réforme fiscale, sociale, etc., et qu'à mon avis, on ne va pas s'arrêter là, c'est toujours important de se reposer la question. C'est important, effectivement. Merci. Et puis on est là pour essayer de répondre aux questions. Et puis, encore une fois, il n'y a pas de statut type qui s'adapte à tout. Voilà. On fait du sur-mesure pour tous nos dirigeants. Voilà. Peut-être que pour certains, tel statut est avantageux. Quand ils discutent entre eux, ils disent « moi, je suis dans ce statut-là, tu devrais y réfléchir ». Oui, effectivement, mais ce n'est pas forcément adapté à leur propre situation. Donc, voilà, prenons un peu de recul sur ça et essayons de construire quelque chose de sur mesure. Merci beaucoup, Mathieu Galibert. Merci à tous les intervenants qui ont participé à l'ensemble de ces webinaires. Vous pouvez poser des questions, encore une fois, grâce au petit outil mis à votre disposition juste à côté de cette fenêtre vidéo. Et puis surtout, rendez-vous également demain pour celles et ceux qui pourront se déplacer pour la partie présentielle de ce salon Entreprendre dans les Landes. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont mis en place l'ensemble de ce dispositif et pour ainsi susciter, favoriser, développer l'entrepreneuriat dont on sait à quel point il est aujourd'hui important pour ce territoire, comme d'ailleurs pour toute l'économie française et internationale. Mais si on joue landais, là, permettez-vous d'être un peu chauvin, à quel point il faut continuer à susciter, certes, encourager l'entrepreneuriat, mais surtout l'accompagner, parce que vous l'aurez bien vu tout le long de cette semaine, l'accompagnement, c'est un facteur clé de réussite. On a une bonne idée tout seul, souvent. Cela dit, la mise en œuvre, elle nécessite d'être bien accompagné, bien entouré, à la fois en interne, à la fois en externe. Et tous les intervenants que vous avez vu défiler sur ce plateau, qu'on va donc plier ce soir, vous l'ont démontré, ça passe par une bonne connaissance, par une relation de proximité et par une capacité à jouer groupé. Remarquez que c'est une terre de rugby, rien d'étonnant. Merci et rendez-vous demain physiquement.